Passons à la deuxième partie de cette discussion. Je suis toujours en conversation avec Agnès Hellström, l'activiste suédoise pour la paix. Dans ce segment, nous allons nous plonger dans la politique suédoise. Nous avons déjà reconnu la triste réalité selon laquelle, en tant qu'individu, notre influence est limitée. Nous ne pouvons exprimer que notre tristesse et nous efforcer de vivre en paix dans notre vie personnelle. Le deuxième aspect à considérer est le rôle des États neutres comme la Suède et la Suisse. Bien que nous soyons quelque peu en périphérie, nous sommes toujours intégrés dans le système occidental plus vaste, un système caractérisé par la violence et les tensions croissantes avec la Russie et d'autres forces externes. Au sein de nos propres pays, il y a ceux qui s'y opposent, comme Agnès, et ceux qui le soutiennent, notamment au niveau politique. Il est intéressant de noter comment la Suède est passée de 200 ans de neutralité. Je tiens à préciser que la neutralité suédoise était davantage le résultat d'un manque d'alternatives que d'un choix délibéré. Ce n'est pas du sarcasme, l'histoire de la neutralité suédoise est essentiellement une histoire de ne pas avoir d'autres options. La Suède a toujours aspiré à établir autre chose, comme une organisation de défense nordique, avant et après la Seconde Guerre mondiale, mais ces plans ne se sont jamais concrétisés. Ainsi, la démarche la plus logique était de faire cavalier seul, sans se faire d'ennemis. Par exemple, la Suède s'est abstenue de développer une bombe nucléaire car l'establishment militaire a réalisé que cela ferait de nous une cible pour l'Union soviétique. Nous serions les premiers à être attaqués, et nous n'avions pas d'alliés. Ainsi, posséder une bombe nucléaire ne ferait qu'exacerber la situation. Je vais bientôt publier un livre sur ce sujet. Alors, discutons maintenant de cette question politique. Pourquoi la Suède a-t-elle fait ce revirement, comme vous le décrivez dans votre livre? Oui, en Suède, depuis plusieurs années maintenant, il y a 4 partis au Parlement qui soutiennent l'adhésion à l'OTAN, et 4 qui y sont opposés. Cependant, la majorité se trouve du côté des 4 partis qui y sont opposés. Cela inclut le parti au pouvoir, comme les sociodémocrates. Oui, en ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN, la majorité y était opposée. Maintenant, au début de 2022, il y avait 4 partis pour l'OTAN et 4 partis contre l'OTAN. Cependant, je pense que la représentation était d'environ 60 à 40. Donc, ce n'était pas vraiment un problème. L'opposition savait qu'elle ne pouvait pas convaincre les Suédois, qui étaient en grande partie contre. Je pense que seulement environ 36% étaient favorables à l'adhésion à l'OTAN. Ce chiffre avait augmenté, mais il était encore trop bas. La Finlande avait également un pourcentage très faible, environ 26%, en faveur de l'adhésion à l'OTAN avant le début de la guerre. La Suède suivait l'exemple de la Finlande. Si la Finlande ne rejoignait pas, la Suède non plus. Fait intéressant, quelque chose que j'ai presque oublié lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, c'est qu'en janvier, il y avait beaucoup de tensions à la frontière ukrainienne. Cependant, en Suède, les médias en parlaient comme si c'était la Suède qui était menacée. La première chose qui s'est produite, c'est que des drones ont été repérés dans différentes parties de la Suède. Les experts ont suggéré qu'il s'agissait très probablement de drones russes. Ils ont été vus dans des endroits particulièrement préoccupants, tels que les centrales nucléaires. Donc, vous avez vu des drones non identifiés près des infrastructures critiques. Oui, exactement, c'est correct. Jusqu'à 200 observations ont été signalées à la police, ce qui a suscité la peur parmi les Suédois. Ils se demandaient pourquoi les Russes nous attaquaient et ce qui pourrait se passer ensuite. Par conséquent, ils ont commencé à envoyer des militaires à Gotland, notre île. Cette île est un emplacement stratégique de l'OTAN. Les rapports de là-bas indiquaient que les tensions augmentaient. Ces tensions étaient liées à l'île. Cependant, l'île n'avait rien à voir avec les tensions en Ukraine. Elles étaient sans rapport. En fait, nos forces armées l'ont même déclaré. Les médias ont réagi de manière excessive, rapportant comme si une guerre était imminente en Suède. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucun risque de guerre en Suède.
C'était une situation particulière. Cependant, lorsque l'invasion s'est produite, l'opposition est devenue impopulaire. La peur qui s'était accumulée en Suède, associée au début de la guerre, a fait que les gens ne pouvaient pas distinguer entre les menaces contre la Suède et l'Ukraine. Ils pensaient que des mesures étaient nécessaires. Ils pensaient que l'OTAN était la solution. Les médias ont commencé à promouvoir ce récit, le récit de l'OTAN que l'opposition avait initié. Ils ont rapporté que même la Finlande y réfléchissait. La Suède a dû agir pour la sécurité de ses citoyens. Cependant, les citoyens étaient sceptiques. Pendant longtemps, seulement environ 40% soutenaient l'adhésion à l'OTAN, donc nous n'étions pas entièrement convaincus. Le premier changement significatif s'est produit lorsque les démocrates suédois, un parti de droite, ont changé de position. Ils ont déclaré que s'ils rejoignaient l'OTAN, ils soutiendraient également l'adhésion. Cela leur a permis de promettre, avec l'opposition, que s'ils remportaient les élections de septembre, ils demanderaient l'adhésion à l'OTAN. Cela a mis les sociodémocrates sous une pression immense, surtout avec les élections à venir et la question de l'OTAN. En conséquence, ils ont décidé de ne pas faire de l'adhésion à l'OTAN un enjeu électoral. Cette décision a été prise en mars, quelques mois après que notre ministre de la Défense ait déclaré en novembre 2021 qu'il ne soutiendrait jamais l'adhésion de la Suède à l'OTAN pendant son mandat. Cependant, en mai, seulement 2 mois après que la première ministre, Magdalena Andersson, ait déclaré que ce n'était pas le bon moment pour que la Suède rejoigne l'OTAN, ils ont demandé l'adhésion. C'était une période remarquablement courte, seulement 80 jours entre le début de la guerre et la soumission de la demande. Je pense que cela était principalement dû à la peur et aux menaces de l'opposition. Because of like fear and threats from the opposition, I would say. Ces deux politiciens étaient encore en fonction lorsqu'ils ont soumis la demande. C'est pourquoi un jamais prononcé par un politicien signifie généralement « pas maintenant ». Cela ne change que lorsqu'il change d'avis. Oui, je comprends. Il a été le dernier à admettre officiellement qu'il avait changé d'avis, car c'était une chose terrible à dire. Je peux vous assurer qu'il était très catégorique à ce sujet. Il a fait une promesse à ses membres et aux sociodémocrates. Ils ont été profondément blessés et contrariés par cela car le processus initié par les sociodémocrates pour déterminer si les membres soutenaient une adhésion à l'OTAN a été précipité. Il a été achevé en environ 2 semaines, lors d'une réunion Zoom. Il n'y a pas eu de dialogue, seulement un monologue prononcé par ceux qui étaient au pouvoir. L'analyse a également été faite à la hâte. Ils n'ont même pas pris en compte les risques liés à la Turquie. Tout a été fait en quelques semaines seulement. Au départ, j'essayais de discuter des risques liés au non et pourquoi, selon moi, la Suède devrait rester militairement non alignée. Mais à la fin, je disais simplement que nous ne devrions pas nous précipiter. Nous devrions prendre notre temps car nous devons comprendre les risques. Nous devons savoir sur quoi nous décidons. Malgré cela, on m'a quand même qualifié de fou. Oui, c'est en effet fascinant. Je mentionne souvent dans mes discussions sur la neutralité qu'une politique de neutralité permanente agit comme un frein d'urgence. Elle empêche un pays de prendre parti dans une guerre lorsque la situation est floue. C'est précisément ce qui est arrivé à la Suède lorsque leur frein d'urgence a échoué, les poussant à se jeter dans le conflit. Il y a 2 points que j'aimerais discuter. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de peur et de manipulation. Y a-t-il eu des éclaircissements sur ce sujet? Votre réponse à ma question était éclairante. Certaines personnes soutiennent que la Suède rejoint l'OTAN parce que la Russie est perçue comme une menace importante. Cela implique que la Suède a plus peur de la Russie maintenant qu'elle n'avait peur de l'Union soviétique pendant la guerre froide. C'est paradoxal car la Suède n'a pas rejoint l'OTAN lorsque l'Union soviétique était une menace, mais elle envisage de le faire maintenant à cause de la Russie. Le facteur de peur que vous avez mentionné pourrait expliquer cela. Deuxièmement, j'aimerais connaître votre opinion sur cette peur et manipulation. Y a-t-il eu des éclaircissements supplémentaires sur cette question?
Yeah, I think that is. I followed the argumentation when I like. Oui, j'ai suivi l'argumentation lorsque j'écrivais le livre. J'ai observé comment elle a évolué pendant le débat. Au départ, ceux qui souhaitaient adhérer à l'OTAN, vers février ou mars, affirmaient que la Russie était la plus grande menace. Ils soutenaient que nous devions rejoindre l'OTAN immédiatement, sinon nous serions en difficulté. Cependant, au bout d'environ un mois, leur argument a changé. Ils ont dit que la Russie était désormais préoccupée par la guerre en Ukraine, donc la menace pour la Suède était moins imminente. Mais ils ont soutenu que nous ne pouvions pas prédire l'avenir, donc nous devrions rejoindre l'OTAN maintenant tant qu'il y avait une opportunité. Au départ, ils présentaient la Russie comme une menace importante, mais ils ont ensuite réalisé que ce n'était pas un argument valable. Ils ne pouvaient pas convaincre que la Russie était sur le point d'attaquer la Suède, donc ils ont changé leur argument. Ils ont commencé à soutenir que c'était le moment opportun pour rejoindre l'OTAN. Le principal problème était que les experts provenaient soit d'organisations faisant pression en faveur de l'OTAN, soit d'experts militaires qui voulaient naturellement rejoindre l'OTAN. Par conséquent, les médias ont été quelque peu trompés par cela. Les questions de sécurité sont difficiles à rapporter car elles impliquent beaucoup de lobbying, de langage fort, de peur et d'émotion. En tant que journaliste, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez être facilement trompé et submergé. Vous pourriez également choisir de vous appuyer sur des experts qui ne sont pas vraiment des experts car ce sont les seuls que vous voyez. Par exemple, vous pourriez voir une organisation pacifiste et un expert qui dit que vous ne devriez jamais écouter cette organisation pacifiste. Donc, vous décidez de ne pas les contacter par crainte d'être étiqueté comme un partisan de Poutine. Ne t'ont-ils pas appelé, ou as-tu été interviewé? Oui, j'ai été invité, mais dans mon livre, je parle d'un incident qui a suscité un débat en Suède la semaine dernière. On m'a demandé de participer à une émission de télévision en janvier pour débattre contre une personne qui soutenait l'adhésion à l'OTAN. Cette personne a dit aux journalistes qu'elle ne participerait pas si j'étais là, prétendant que mes arguments ne valaient pas la peine d'être réfutés et que mes idées ne valaient pas la peine d'être entendues. Le rédacteur de l'émission a décidé de respecter leurs souhaits. Ils m'ont dit, avec regret, que je ne pouvais pas participer parce que l'invité ne pensait pas que c'était une bonne idée. En tant que journaliste, j'ai été choquée et contrariée par cela. Cela semblait totalement non professionnel. Cependant, à l'époque, il se passait beaucoup de choses, donc j'étais surtout en colère. J'en ai parlé à mon mari, qui est également journaliste. J'ai dit, ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas du journalisme. J'ai inclus cet incident dans mon livre. L'homme qui avait refusé de débattre avec moi a essayé de justifier ses actions. C'est une personnalité influente et ses opinions sont largement respectées. Donc, s'il dit que le mouvement pour la paix ne mérite pas d'être écouté, les journalistes n'inviteront pas de représentants du mouvement pour la paix dans leurs émissions. J'ai été invitée à l'émission, mais seulement en tant qu'activiste pour la paix, pas en tant qu'expert. L'implication était que je pouvais exprimer mes sentiments en tant qu'activiste pour la paix, tandis que l'expert pouvait fournir une explication rationnelle de ce que nous devrions faire. It is such a dirty trick. This whole expert thing is such a dirty trick, and we see again how the media is shaping reality. Toute cette histoire d'experts est un sale tour. Nous voyons maintenant comment les médias façonnent la réalité plutôt que de simplement la rapporter. Cela a probablement toujours été ainsi. Mais en ce moment, il est particulièrement dangereux que les médias influencent l'opinion publique. Les personnes que vous avez mentionnées, qui parlaient d'une fenêtre d'opportunité, avaient raison. Mais elles avaient raison dans le sens où il s'agit d'une fenêtre d'opportunité pour l'opinion publique, pas d'une menace. Cela m'amène à ma deuxième question. En Autriche et en Suisse, notre neutralité est inscrite dans notre Constitution. Si nous voulons changer cela, si nous voulons rejoindre l'OTAN, nous avons besoin d'un référendum public. C'est obligatoire en Suisse et en Autriche. Il est difficile d'imaginer que cela se produise sans un référendum public. En Suède, cette décision a été prise par le Parlement et exécutée par le gouvernement. Si un référendum avait eu lieu, avec quelques mois pour en discuter et en débattre honnêtement, pensez-vous qu'il y aurait eu une majorité qui aurait dit oui?
or not? C'est une bonne question. Je me souviens qu'en 2014 à 2015, le soutien en Suède a augmenté en raison de la peur, spécifiquement à cause de l'invasion de la Crimée. Cependant, ce soutien a ensuite diminué. Ce schéma s'est répété, le soutien augmentait mais diminuait à nouveau à mesure que des décisions étaient prises rapidement. Le récit médiatique était essentiellement que si vous ne vouliez pas rejoindre l'OTAN, vous étiez un traître. Pas explicitement, mais c'était l'implication. Beaucoup de gens se sentaient intimidés et avaient peur d'exprimer leurs opinions. Les politiciens et les médias ont tous deux soutenu que nous ne pouvions pas organiser un référendum car la Russie pourrait essayer de l'influencer. Certains d'entre nous ont répliqué en disant que la démocratie repose sur la confiance dans le système. Si nous n'autorisons pas les gens à exprimer leurs opinions, alors nous n'avons plus de démocratie. L'argument selon lequel nous ne devrions pas avoir d'élection à cause de la Russie nous semblait étrange. Nous avions l'impression que si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu gérer la situation mieux. Maintenant, nous avons du temps. Le seul risque identifié dans l'analyse était la période entre la demande d'adhésion de la Suède et son admission à l'OTAN. Cela était considéré comme le moment le plus dangereux, et nous sommes maintenant dans cette période depuis plus d'1 an. Alors, sachant cela, nous aurions pu organiser un référendum. Nous aurions pu engager un débat plus étendu et profond à ce sujet. Nous aurions pu connaître définitivement l'opinion du public. Si nous l'avions mené de manière équitable, sans accusation du genre « tu aimes Poutine parce que tu es contre l'OTAN », je suis assez certain que le résultat aurait été différent. Enfin, je ne peux être sûr de rien, mais au moins je l'aurais accepté. Si nous avions organisé un référendum et que le peuple avait dit « oui », nous voulons l'OTAN, j'aurais été d'accord. Mais la façon dont cela a été fait donnait l'impression que ceux d'entre nous qui étaient contre ou qui cherchaient à voir les risques étaient réprimés. Après la décision, lorsque les mêmes personnes ont essayé de protester contre Erdogan, par exemple, elles ont été qualifiées de menaces pour la sécurité. Donc, la politique de la Suède change également. Quelle est la valeur de notre voix démocratique? Oui, si nous disons les bonnes choses, nous pouvons les exprimer. Mais j'ai l'impression que nous compromettons notre démocratie. Je vois des choses se produire chaque semaine qui me font vraiment peur pour l'avenir de notre pays. J'aurais aimé avoir un système comme le vôtre, inscrit dans notre constitution, car cela aurait été tellement mieux. Would have been so great. Yeah, it has always been a policy and never a principle for Sweden. But Oui, cela a toujours été une politique, pas un principe, pour la Suède. La seule chose qui rend cette situation supportable pour moi est de voir l'absurdité de tout cela et la création constante d'ironie. L'ironie majeure pour la Suède en ce moment est que, tout comme au cours des 200 dernières années, elle ne fait pas partie d'une alliance parce qu'il n'y a pas d'autre option. Les Turcs ont dit non. Une autre ironie est que la Suède, qui se targue d'être un acteur humanitaire, doit maintenant céder aux demandes antidémocratiques et anti-humanistes de la Turquie. Le gouvernement déclare officiellement « Nous essayons de vous extrader ces criminels, mais notre système judiciaire ne le permet pas. Donc, nous essayons de modifier légèrement le système judiciaire pour vous accommoder. » C'est un cauchemar. Tout cela se passe au nom de la démocratie, qui devient alors impossible à maintenir car si elle était maintenue, il y aurait des influences extérieures. Permettez-moi de partager quelque chose. Il y a 3 jours, les Suisses sont devenus très inquiets car ils ont des élections parlementaires le week-end prochain. Il y a maintenant des articles de presse suggérant que Poutine essaie d'influencer les élections parlementaires suisses, comme si quelqu'un dans le monde se souciait des élections parlementaires suisses. Le récit d'un méchant qui essaie d'influencer des démocraties innocentes est si répandu en ce moment qu'il influence réellement les mouvements internes vers des styles de gouvernement plus autoritaires. Alors, où cela mène-t-il la Suède? Of government. So, where is this going for Sweden? Do you? But I have a funny example about this referendum and democracy and influence. J'ai une anecdote amusante sur les référendums, la démocratie et l'influence, que j'ai incluse dans mon livre sur la Suisse et la Suède. Cette histoire concerne le moment où la Suède voulait vendre le chasseur Jarsgripen à la Suisse et où un référendum était prévu.
La société d'armement Saab a tenté de parrainer le camp du « oui » en Suisse avec plusieurs millions de couronnes suédoises. Cependant, ils ont dû rendre l'argent car cela violait les lois régissant qui pouvaient influencer les élections. Les actions de Saab ont été jugées inappropriées, ils ont donc dû retirer leur soutien financier. Il y avait des individus au sein du gouvernement suédois qui essayaient activement d'influencer le référendum en faveur de la Suède, espérant convaincre les citoyens de voter « oui ». Quelques années plus tard, il y a eu des discussions sur la tentative de la Russie d'influencer le référendum suédois. Nous pouvons conclure soit qu'il existe des mécanismes efficaces pour garantir des élections justes, comme le démontre le cas suisse lorsque la Suède a tenté d'interférer, soit nous pouvons reconnaître qu'il y a toujours des partis qui cherchent à influencer les élections. Cependant, nous ne pouvons pas toujours accuser la Russie. Peut-être que le risque est plus grand que la Suède essaie d'influencer les élections suisses, plutôt que l'inverse. Cela offre une perspective intéressante, surtout compte tenu des débats intenses sur ce que nous devrions craindre et ce qui constitue une opinion. Par exemple, si j'aime jouer à Candy Crush et que Poutine l'aime aussi, cela ne signifie pas que Poutine a influencé ma préférence pour le jeu. L'idée que l'on ne peut pas avoir d'opinion à moins qu'elle ne soit complètement détachée des vues de Poutine, sinon on est considéré comme son allié, est absurde. Oui, la situation est assez grave à ce stade. J'espère sincèrement que Vladimir Poutine saisira cette occasion de se montrer à la caméra et de simplement déclarer « Chers amis de l'Ouest, 2 + 2 = 4 ». Cette déclaration seule pourrait potentiellement perturber l'ensemble de notre modélisation mathématique. La raison en est que cette conclusion ne serait plus acceptable. Instantanément, toute personne qui serait d'accord avec le chiffre 4 serait qualifiée d'apologiste de Poutine. J'espère vraiment qu'il ou Lavrov le fera. Votre exemple de l'interférence de la Suède dans les affaires suisses est tout à fait approprié et cela me rappelle une ironie supplémentaire. Je me souviens de ce référendum. J'ai participé au processus de vote et j'ai voté contre l'achat du Gripen. Avec le recul, je regrette profondément cette décision. Notre rejet à l'époque nous a conduit à acheter des F-35 maintenant. Nous aurions dû au moins acheter le Gripen suédois. J'ai voté contre car j'étais opposé aux matériaux de guerre. Maintenant, je regrette cette décision car nous acquérons un équipement encore pire. Nous obtenons ceux qui sont fortement impliqués avec les Américains, ce qui ne me met pas à l'aise. J'aurais préféré les Suédois, mais c'est comme ça. Oui, la partie triste est que même si vous avez déjà fait votre déclaration à ce moment-là, la politique peut encore vous mener dans la mauvaise direction. Donc oui, c'est vraiment malheureux. Oui, mais j'ai une autre question concernant la Suède. Lorsque la Suède et la Finlande ont décidé de rejoindre l'OTAN, il y a eu un moment où les deux premières ministres ont annoncé leur décision ensemble. Elles ont déclaré qu'elles rejoignaient l'OTAN main dans la main. Cependant, peu de temps après, la Turquie a déclaré qu'elle était d'accord pour que la Finlande rejoigne, mais pas la Suède. La Finlande a ensuite procédé à son adhésion en premier. Donc, y a-t-il maintenant un sentiment de trahison en Suède? Cela a-t-il changé leur perspective? Je veux dire, la Suède pourrait toujours retirer sa demande. Cette option est toujours disponible. La démarche la plus logique, en particulier après l'inclusion de la Finlande, est de considérer notre position entourée de pays de l'OTAN. Y a-t-il un risque pour la Suède d'être en dehors de l'OTAN? Cependant, je crois que la volonté politique du gouvernement de rejoindre l'OTAN est incroyablement forte. C'est une aspiration de longue date depuis de nombreuses années, du moins pour certains. Ils ont tendance à éviter d'en discuter. Nous ne traitons pas ici de la question de la Finlande qui nous lâche la main, car c'est un sujet sensible. Au lieu de cela, la semaine dernière, nous avons eu une réunion avec la Force expéditionnaire conjointe, JEP, dont nous faisions partie au printemps 2022. Mais personne n'en a parlé. C'est comme si quelques pays démocratiques formaient une alliance militaire dans le nord de la Suède. Certains journalistes suggèrent que cela pourrait être un plan B. Mais cela a également été considéré comme un plan B l'année dernière.
Pourquoi devrions-nous rejoindre l'OTAN alors que nous avons une autre alliance? Nous n'en avons pas discuté non plus. Un autre point intéressant est qu'en conséquence de tout cela, nous avons eu 2 femmes dirigeantes qui ont tenté de guider leur pays vers l'OTAN. Et quelle est la situation actuelle? Maintenant, nous avons 2 hommes très conservateurs qui prennent leur place. Lorsque nous avons eu notre première femme Premier ministre en Suède, elle a marqué l'occasion en rejoignant l'OTAN. Je crois qu'elle a été trompée. Je suppose et mon intuition me disent qu'elle ne voulait pas cela. Elle était mal informée sur la question quand elle a commencé, puis on l'a persuadée que c'était la seule solution. Elle a d'abord fait de son mieux pour argumenter contre, mais elle a ensuite réalisé que c'était trop difficile et a cédé. Je suis vraiment déçue. J'espérais une autre histoire dans nos livres d'histoire, où la première femme Premier ministre défiait le patriarcat et disait « Non merci. Nous allons le faire à notre manière. » Mais malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. We're gonna do it our way. But we won't have that now, unfortunately. No, that is, yeah, again, ironies. The question. Non, c'est ironique. Cependant, une question qui persiste dans mon esprit est de savoir si le blocage continu de la Turquie pourrait entraîner un changement d'avis. Je me demande même si cela est pertinent. Nous savons que la Suède est déjà profondément intégrée à l'OTAN. Cela est dû aux travaux préparatoires réalisés en matière d'interopérabilité, et ainsi de suite. Heureusement, la Suède, la Russie, la Finlande et la Russie n'ont aucun différend frontalier ouvert. D'un autre côté, il est étrange pour moi que la Suède se soit essentiellement déclarée un État frontalier. La Finlande, encore plus. Si une guerre éclate entre la Russie et l'OTAN, la Finlande et la Suède se trouvent tous deux en première ligne. Stockholm et Helsinki sont maintenant symboliquement visés. On dirait qu'ils se sont mis eux-mêmes en danger. Je me demande si cela est pris en compte. Sous une politique étrangère neutre, en particulier pendant la guerre froide, la Suède et la Finlande s'en sont plutôt bien sortis. This served, especially during the Cold War, Sweden and Finland very well. No, it's not being debated at all. But as I said in the beginning, the debate is like non-existing almost. Non, il n'y a pas du tout de débat en cours. Comme je l'ai mentionné précédemment, le débat est presque inexistant. Mes collègues de différents domaines, y compris des scientifiques, essaient de plaider en faveur d'un débat plus complet et nuancé. Cependant, c'est extrêmement difficile. Certains font même face à des menaces de perte d'emploi en raison de leurs opinions divergentes. Malgré cela, je reste optimiste. Pendant l'invasion, ils ont mené des enquêtes hebdomadaires demandant aux Suédois leur opinion sur l'OTAN. Finalement, ils ont réussi à influencer plus de 50% de l'opinion publique au moment où la Suède a demandé à rejoindre. Après cela, ils ont arrêté de mener les enquêtes. Ils nous ont seulement posé la question 1 ou 2 fois de plus et le soutien était d'environ 60%. Cependant, le débat est toujours biaisé car il ne présente pas les deux côtés de l'argument. Si on nous donnait les contre-arguments, comme suggérer une pause ou même ne pas retirer la demande mais exprimer un désintérêt tant que la Turquie continue ses actions actuelles, je pense que le soutien du peuple suédois pourrait augmenter rapidement. Ces opinions doivent parvenir au public. Ironiquement, lorsque les débats sur l'OTAN ont commencé en Suède, je pensais que nous allions probablement rejoindre juste après avoir démissionné. Join just after I quit, and then it was like, oh fuck, we're gonna apply before I quit. So it was like the sprint I was talking about. Puis ça m'a frappé, nous allons voler avant que je ne quitte. Cela semblait être un sprint. Au départ, la décision devait être prise fin mai. Cependant, elle a été avancée à mi-mai et j'ai démissionné le 21 mai. C'était à peu près à l'époque où la Suède a demandé à adhérer à l'OTAN. Après avoir démissionné, j'ai commencé à écrire un livre. Lorsqu'il était sur le point d'être imprimé, je me suis rendu compte que la Suède n'avait toujours pas rejoint l'OTAN. Je n'aurais jamais pensé passer 1 an à écrire un livre et que la Suède ne ferait toujours pas partie de l'OTAN. Cela m'a fait croire que rien n'est impossible. Le climat du débat peut changer. La résilience des personnes qui ont traversé cette tempête est si forte que nous pouvons endurer indéfiniment. De plus en plus de personnes se joindront à cette lutte pour les nuances, essentiellement une lutte pour la démocratie. La peur parmi les Suédois que la démocratie soit menacée grandit.
Je crois que c'est un signe positif. Cela pourrait encourager les gens à s'impliquer davantage dans les questions qui les touchent directement au quotidien. L'OTAN reste encore un concept abstrait pour beaucoup. Cependant, lorsqu'il affecte votre vie personnelle, cela incite les gens à agir. Yeah. Agnès, ces dernières paroles étaient merveilleuses. Nous devons espérer ne pas éliminer la démocratie sous prétexte de démocratie. Au lieu de cela, nous devrions rester unis et travailler activement dessus. J'ai un bulletin de vote avec moi en ce moment, donc continuons à voter. Agnès Hellström, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you for letting me join.